Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à tous, même supporters du PSG ou de joueurs de verrerie, je vous en veux pas. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. C'est vrai d'ailleurs que ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y en avait pas eu. Après, je sais pas pour vous les gens, mais moi ce chapitre 7, l'île d'Arcasia, il me hype plutôt beaucoup, plutôt pas mal. Il y a beaucoup de nouveaux decks justement qui sont un petit peu novateurs, des anciens qui se sont un petit peu transformés, certains qui étaient plus ou moins inexistants, qui apparaissent sur on va dire le devant de la scène. Et voilà, je pense que c'était l'occasion de refaire une nouvelle vidéo, parce que c'est vrai qu'avec le temps, il y avait de plus en plus de gens, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander quand est-ce qu'elle allait arriver justement la prochaine Tube Analyse. Euh, bon, quand je dis de plus en plus, voilà, j'en compte trois. Mais c'est bon, dans les trois, il y avait ma mère. Mais c'est pas grave. Moi, je suis content justement de vous parler de l'Arcana aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a quand même des échéances qui vont arriver, et échéances plutôt compétitives. Et avec ce tout nouveau set, mais il y a des choses qui sont un petit peu. Donc les cartes sont rebattues pour rester un petit peu dans le thème des TCG. Et on va voir ensemble ce qui nous attend. Donc déjà au niveau des échéances à venir et après de ce qu'on va rencontrer au sein des tournois. Le premier tournoi dont j'ai envie de vous parler, c'est le Mulligan Challenge, le numéro 20. Déjà, donc ce sera le numéro 20 qui va avoir lieu donc le jeudi 20 mars à partir de 21 h. Je crois qu'il y a à peu près 70 joueurs qui sont inscrits et particularité, donc ça se fera en remote. Remote pour ceux qui ne seraient pas forcément facile, on va dire coutumiers ou habitués à ce terme, c'est donc un tournoi qui est possible et accessible justement donc de chez soi. On le fait à son domicile, comme moi, de sa chaise de bureau. Il nous suffit d'une caméra, bien orientée quand même pour voir les mains du joueur, également donc tout son tapis de jeu et on joue face à un autre adversaire qui est dans les mêmes conditions que nous. Donc c'est un, comment dire, quelque chose qui est convivial et accessible à tous. Donc si jamais vous voulez participer à ce tournoi, il reste des places puisque de toute façon il n'y a pas de limite de place. Et voilà, vous aurez le lien du Discord dans la description de la vidéo. Donc là, on est au jeudi 20 mars. 2 jours après, donc le samedi 22 mars, nous avons un tournoi dans la boutique Atmos. Atmos, c'est la boutique qui est tenue par le copain Maxi, donc à Paris, pardon, dans le deuxième, et un tournoi où j'irai, où je jouerai. Et surtout un tournoi où j'ai hâte d'aller, parce que j'ai vu la boutique de Maxi, elle a l'air très jolie. J'ai pas eu l'occasion d'y mettre les pieds, et ce sera la première. Et voilà, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Pourquoi je monte en Île-de-France? Parce qu'également, le lendemain, on a un tournoi, cette fois organisé par la team From the Lore, la team de Q, donc qualifiée au championnat du monde, qui nous, qui nous honore, on va dire, d'un tournoi avec pour le premier une enchantée et une case. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un petit jeu de mots en plus dans le nom du tournoi, Raf la case. Voilà, moi j'aime beaucoup, donc je le mets en avant. Et à noter aussi que ce tournoi sera casté donc sur la chaîne Twitch. euh, je crois, de Babou et qui sera en compagnie de Petit Quick. Donc Babou c'est le copain, Petit Quick c'est la copine, on les adore tous les deux et ça nous fera plaisir de les avoir au cast. En parlant de cast, on a également un autre tournoi, donc la semaine d'après, donc le dimanche 30 mars à Castres, tournoi qui s'appelle le Lorca Sud. C'est la deuxième édition, la première édition qui avait eu lieu l'année dernière, qui avait été déjà un franc succès. Succès suffisamment, on va dire, concluant pour que l'organisateur décide de faire une nouvelle édition, de renouveler donc l'expérience. Et je vous parle de Cas parce que cette fois, ce sera commenté par Ketal, donc sur sa chaîne hein, Ketal TV, le copain Lorcadis de la Mulligan TV évidemment, que tout le monde connaît, et également par moi-même. Donc vous aurez un beau trio aux commentaires, des très bons joueurs. Ça va être un bel événement. Je vous invite à vous y inscrire si jamais vous ne l'avez pas encore fait, puisque actuellement donc il y a un peu plus de 120 joueurs, mais la salle peut contenir jusqu'à 226 joueurs. Donc quoi qu'il en soit, l'événement c'est une réussite parce qu'il y a même plus de gens que l'édition précédente de l'année dernière. Ouais, voilà, il y a encore de la place, donc parlez-en autour de vous et vous serez les bienvenus. Dernier tournoi pour on va dire pour les semaines à venir, et non pas des moindres, le tournoi Illumineur. Donc c'est à nouveau deuxième édition donc d'un tournoi qui avait eu lieu à Vernon l'année dernière, tournoi où j'avais brillamment fait top 16. Mais là ça arrivera pas cette année parce que je me suis manifesté un peu trop tard. Il n'y a plus de place. J'étais même sur la liste d'attente mais beaucoup trop loin. Les 250 places ont été prises. Donc voilà, c'est une preuve justement du succès non seulement de l'édition numéro 1, mais également de l'Orcana, un jeu qui vit plutôt bien. Les tournois, on va dire à 100 et 200 joueurs et plus, se remplissent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous, ou en tout cas également pour vous tous ici présents.
Maintenant qu'on a fait le tour des tournois donc qui arrivent tout prochainement, on va vous parler, enfin je vais vous parler parce que je suis tout seul, je vais vous parler donc des listes que vous allez rencontrer, j'imagine, pour la majorité de vos matchs. Il y a toujours des choses qui vont arriver à droite, à gauche au fur et à mesure que le temps va avancer. Mais là, il y en a quelques-unes qui commencent à se dégager un petit peu du lot et c'est normal justement que je vous en parle pour que vous puissiez vous y préparer ou j'imagine peut-être en jouer certaines d'entre elles. La première, une bicolorité dont vous allez entendre parler pour tout ce set. Je vous parle bien évidemment de violet-rouge. Alors, non, je suis désolé, je suis un peu bête, je me fais rire tout seul. Violet-rouge, il ne sera pas présent dans cette vidéo. Là, je vais vous parler de bleu-gris. Pourquoi bleu-gris? Parce qu'il y a enfin, plusieurs cartes pour bleu qui étaient déjà pas en manque de bonnes cartes. Donc beaucoup de bonnes cartes pour bleu qui sont apparues lors de cette édition, notamment une belle, donc qui est une 3-3 pour 3 ancrable, et que vous pouvez jouer gratuitement si vous bannissez un de vos objets. Donc elle rentre parfaitement dans bleu gris parce qu'on a les 8 objets, donc les 4 glaces à l'eau et les 4 sphères d'endurance qui coûtent 1. Donc vous le jouez. Quand vous le jouez, vous piochez une carte. Et en plus, si vous avez Belle en main, eh bien vous pouvez le bannir et vous jouez votre Belle entre guillemets gratuitement. À côté de ça, on a dans les nouveautés donc le Balthazar Picsou 4-4 pour 4. Vous pouvez, au lieu de payer 4 pour le jouer, engager 4 de vos objets pour le jouer gratuitement, sans payer les 4 d'encre. Donc c'est quelque chose qui est plutôt fort, il y a une synergie par rapport aux objets. C'est pour ça que ces cartes-là vont bien dans bleu-gris, puisqu'avec les 8 objets à 1, ça apporte justement donc comment dire du fuel, en fait, ni plus ni moins, ça permet de snowball. Vous piochez des cartes qui vous donnent d'autres cartes, qui vous synergisent justement avec les cartes qui vous ont fait piocher, et vous continuez, ainsi de suite. Et toujours dans cette optique, on a le fameux Tamatoa qui là est en enchanté et qui vaut un bon 200-250 euros et qui, même en version tout à fait normale, vaut à peu près 60 euros sur Card Market en ce moment. Donc pour vous dire le power level de la carte donc 6 ancrables 4-5, qui leur a 2. Quand vous la jouez, vous pouvez récupérer deux objets de votre défausse, vous les mettez en main. Donc là, on repense à nouveau aux deux petits objets à 1 que vous avez joué précédemment dans la partie, peut-être même banni pour jouer la belle. Et vous avez le Tamatoa qui arrive, donc qui apporte un beau body, des bonnes statistiques, et qui en plus vous permet de récupérer vos objets pour à nouveau continuer à piocher, et peut-être même pour jouer d'autres cartes comme Belle ou le Picsou dont on vient de parler. Voilà. En plus de ça, vous avez donc comment dire, les chansons actions grises qui coûtent 3, qui peuvent du coup être chantées par la belle que vous aurez dans l'idéal joué au tour 1, qui vous permettent de débarrasser un petit peu, donc de nettoyer le board en face pour vous continuer à développer votre plan de jeu. Le plan de jeu également qui se base avec plume, qui va vous permettre d'accélérer votre mana, et également donc avec le sous-fétiche, qui avec le gros Tamatoa, que lui je ne présente plus, va vous permettre de faire on va dire peut-être pas des OTK, tu en un tour, mais en tout cas des gros bons justement au niveau du lore pour, même si vous êtes fait dépasser en début de partie, au bout d'un moment, dépasser votre adversaire et aller jusqu'à 20 dans l'idéal. Donc ça c'était la première partie donc qui a été pardon la première decklist que j'ai repris de moyens très bons joueurs que la plupart des gens j'imagine connaissent, ou en tout cas au moins sur la sphère compétitive, sur la scène compétitive si vous voulez. Et c'est une liste en plus qui prend pour le Lorcana Cross Continental Challenge, vous pardonnerez mon accent, donc le tournoi organisé par Pavel qui met en scène donc quelques grands influenceurs US contre quelques grands influenceurs européens. Influenceurs d'ailleurs, enfin, ou personnes assez connues de la scène, puisqu'on peut retrouver Itsu, donc notre français préféré. Deuxième decklist. Alors, elle n'est pas très novatrice en termes de bicolorité. On voit qu'elle se base en tout cas sur une ossature qui est présente depuis même quelques sets maintenant. Simplement, il y a à nouveau donc quelques cartes de différence. Le Tamatoa qui est présent ici. La Médusa qui avait tendance à être portée disparue, mais qui revient justement même dans le bleu-rouge. Et surtout, grosse nouveauté, c'est la spirale de saphir. Donc un objet pour deux ancrable qui fait que quand vous ancrez, vous choisissez un personnage adverse et vous lui donnez -2, -0. Et là, on commence à comprendre certaines choses et certaines particularités au niveau, enfin, de particularités, certaines réflexions qu'il y a pu avoir dans la construction de ce jeu. Je vous parle de Sisu, donc la 1-1 pour 3 non ancrables, qui permet de bannir un personnage de 1 ou moins. Médusa, donc c'est 3 ou moins. Bagarre, c'est 2 ou moins. Et on se rend compte que là, il y a la synergie justement avec la spirale, qui elle, comparée au bloc de glace qui était précédemment joué, eh bien elle est ancrable.
Voilà. La liste, elle est de Sailor. Donc, j'allais dire notre Canadien préféré, ce serait faire un petit peu offense à Céline Dion, Jim Carrey ou Pamela Anderson d'ailleurs, qui est canadienne également. Et donc voilà, donc c'est un Canadien qualifié également pour les championnats du monde, ce qui veut dire que même si c'est un début de set, on peut faire confiance à ce genre de personnes, à ce genre de decklist. Peut-être qu'elles vont être amenées à évoluer justement dans les semaines qui vont venir, mais toujours est-il, si vous avez un tournoi là, justement dans ceux que je vous ai annoncé ou dans les 2-3 prochaines semaines à suivre, vous pouvez prendre ces decklists, c'est on va dire entre guillemets un gage de cohérence au niveau du deck build. Après le rubis saphir, on a le ambre émeraude. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est une bicolorité qui a pas forcément été très présente depuis le début de l'Orcana. Et en plus, il y a des cartes bicolores dedans. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que c'était une des nouveautés justement qu'on attendait un jour ou l'autre. C'est arrivé lors de ce chapitre 7. Et en plus dedans il y a pas mal de nouvelles cartes. Donc il y a les Lady, les 1-2 pour 1 non ancrables qu'il aura un, mais à deux si vous avez un personnage clochard. Des personnages clochards d'ailleurs, vous en avez donc deux différents, pardon, le 1-3 pour 2, donc vous l'avez en 4 exemplaires, il est ancrable. Vous avez également le 2-6 pour 7 en 4 exemplaires. 7 ça paraît beaucoup, mais simplement il coûte un de moins à jouer par personnage que vous avez donc sur le terrain. Donc il va arriver bien plus vite parce qu'on se rend compte qu'il y a tout plein de petits personnages. Et d'ailleurs, quand je parle des petits personnages, vous en avez beaucoup dedans qui ont 4 de volonté. Donc même s'ils n'ont pas une grosse force, on voit Daisy c'est un 4 mais bon ça leur a 2. Nala Petit Jean c'est des 0,4. Mais pourquoi? Parce que vous allez la mettre en tout début de partie. Ces cartes-là, vous allez les jouer très rapidement. On repense aussi à la petite belle qui sera très présente on va dire dans cette méta. Cette petite belle qui ne prend pas le trade sur ses 0,4, qui va vouloir peut-être la taper en deux fois, ou alors si jamais elle part à l'aventure, votre 0,4, cette fois-là, il partira pas alors. Il va partir dans le 0,3 et vous avez réponse dans la 3-3, pardon, dans la fameuse belle, et vous allez avoir réponse qui va venir soigner de 3. Donc votre carte va devenir à nouveau une 0,4 et vous allez piocher 3 cartes. Donc voilà, apporter justement donc du card advantage dans des jeux dits agressifs, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va vous permettre justement de tenir sur la longueur. D'ailleurs, en parlant de tenir sur la longueur, on a donc la Lady, nouvelle carte, bicolore, 4-4 pour 5 non crabes, qui leur a 2. Mais quand elle arrive, vous allez pouvoir donc récupérer jusqu'à deux personnages qui vont coûter jusqu'à 2, donc ça peut être 0, 1 ou 2, même si 0 pour l'instant je crois qu'il n'y en a pas dans l'Orcana. Et vous allez pouvoir à nouveau remonter donc vos autres petits personnages que vous aviez joués précédemment. Et voilà, ça va vous permettre à nouveau de tenir un peu plus longtemps face aux stratégies qui sont dites, elles, un peu plus lentes, un peu plus contrôle. Synergie également que j'apprécie avec ce deck, vous avez l'Aïsma qui, quand elle arrive, vous pouvez piocher et défausser une carte. Vous avez le tac qui va donner -3 de force à un personnage adverse, tout en mettant vos trois premières cartes du dessus de votre deck dans la défausse. Et vous avez le gros copain de Chernabog, donc 9-9 pour 3 qui coûte 10, sauf qu'en fait, en fait que vous pouvez le payer avec des personnages dans votre défaut. Si vous avez 10 personnages, hop, les 10, vous les prenez, vous les mettez dans votre deck, vous mélangez tout ça, et lui, vous le jouez pour 0 d'encre. Et dans la synergie également avec la défausse, vous avez la Lilo qu'on connaît maintenant, un 2 pour 2 qui leur a 2. Si jamais elle est dans votre défausse, au début de votre tour, tout début, vous redressez vos encres, vous pouvez payer 2 et elle arrive en jeu engagé. Donc voilà, moi c'est un deck qui me plaît. C'est un deck agressif avec des couleurs qu'on connaissait pas forcément, enfin qui n'étaient pas très présentes, des cartes bicolores, la belle et clochard. Voilà, c'est mignon tout plein. Vous pouvez y aller. Ça va vous faire, ce deck, il vous fera gagner quoi qu'il en soit des parties. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'autre deck, Acier Rubis. Alors là, pour le coup, on avait parlé justement d'Ambre Émeraude qui n'était pas très joué. Euh, Ruby Acier, c'était encore moins joué. Et là, je vous mets une decklist du copain Magma qu'il a déjà joué justement lors de certains streams de préparation justement du chapitre 7. Stream évidemment sur la Mulligan TV. Et c'est une association qu'on attendait tous qui arrive un jour ou l'autre. Alors, je me dois d'être totalement honnête avec vous, je ne pense pas que ce deck va faire partie du top 2-3 des decks qui seront présents. Mais si je devais faire une tier list, il serait peut-être dans le fond du tier B. C'est un deck qui est jouable, en tout cas qui a gagné des bonnes cartes jouables. Quand je dis bonnes, il y a à nouveau là, c'est on va dire les cartes bicolores, c'est les cartes du chapitre 7. Je peux citer Denaï par exemple pour 3 ancrables, une 3-2 combattant.
donc voilà, qui peut pas aller leurrer, mais résistance plus 2, ce qui est énorme justement pour 3-2 résistance 2, c'est très bien pour une carte qui coûte 3, qui est ancrable, donc voilà, les statistiques sont vraiment intéressantes, et c'est ce qui fait que le deck voilà, arrive petit à petit à se faire une place dans les decks jouables. Mushu, mon personnage préféré. Je sais que c'est pas très original, mais personnellement, pour avoir vu à peu près 30 fois Mulan dans ma vie, voilà, Mushu, je l'adore. Et c'est une carte qui n'était pas présente depuis le début de l'Orcana et qui a fait son apparition, donc ça me hype. 4-4 pour 5, ancrable, qu'il aura un. Son pouvoir, ça vous permet justement de faire que vos personnages, vos autres personnages qui partent, qui défient, pardon, qui vont défier un personnage adverse, gagnent durant ce défi plus 2 de résistance. À nouveau, donc c'est une capacité qui est extrêmement intéressante. Et on a une deuxième ligne, un autre pouvoir, qui lui est très fort également à mon sens. Quand vous avez un de vos autres personnages qui défie et bannit un personnage adverse durant ce tour-là, eh bien vous gagnez 2 de l'or. Alors ce deck, et avec Mulan également qui permet, si elle a déjà défié, elle permet à vos autres personnages de pouvoir défier des personnages qui sont redressés. Donc ce deck, on voit qu'il est très centré sur le board. Il va essayer de gagner, de gratter justement l'avantage petit à petit en allant défier les personnages adverses, même avant qu'ils aient pu l'aurer. Et donc voilà, c'est une stratégie justement un peu de bataille. Voilà, ça peut avoir un peu de mal face au jeu vraiment dit contrôle, un peu lent, qui pose moins de personnages, parce que s'il pose moins de personnages, bah, en fait ce deck-là sera un petit peu moins fort. La pioche avec ce deck est comment dire, le moteur d'avantage au niveau des cartes. Le card advantage est un petit peu bancal parce qu'il repose sur des cartes, on va dire, non ancrables, donc avec perdu dans l'hiver qui fait aussi office de removal. Ce rêve bleu qui peut être bénéfique aussi pour l'adversaire, ou alors prof qui fait qu'on n'a pas toujours envie de faire son effet. Toutes ces cartes-là sont non ancrables. Donc voilà, le deck il a besoin justement de respecter sa courbe d'encre. Il faut qu'il sorte un minimum correctement. Si jamais vous prenez un peu trop de retard, c'est pas celui qui va vous permettre de le récupérer. Mais le deck est en soi vraiment plaisant. Il est agréable à jouer, des belles cartes. Euh, et surtout, il était vraiment pas présent depuis le début de l'Orcana. Donc, si à un moment vous voulez vous lancer dans cette association de couleurs, allez-y, parce que peut-être que dans un mois et demi, ce sera trop tard. Mais voilà, en ce moment, il est quand même intéressant et plaisant. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Oh, et également, dans les associations qui n'étaient pas très présentes, qu'on voyait quand même une fois à droite, une fois à gauche, par-ci par-là, et bien là, on a, j'ai l'impression, un vrai deck. Un vrai deck Saphir Émeraude, notamment à nouveau avec des cartes bicolores, Baymax qui a shift universel, donc ça fait que la carte vous pouvez la shifter sur n'importe quel autre de vos personnages en payant son coût de 4. On a Hiro Hamada, 4-6 pour 7 ancrable, mais surtout killer à 3, et qui donne à vos autres personnages donc, qui ont été altérés, donc insaisissable et Ward hors d'atteinte. Donc c'est deux mots-clés qui sont extrêmement forts, intéressants. Il y a certains decks qui ne peuvent pas le gérer. Donc si jamais à nouveau ce deck sort bien au niveau de la courbe, vous sortez de manière curvée, et après vous jouez vos alters, qui apportent des statistiques un peu surstatées par rapport au tour où ils sont censés être en jeu. Avec un petit peu de gestion, on voit N'écoute que moi pour les hommes, ne parlons pas de Bruno, de la pioche avec comment dire, plusieurs cartes justement qui permettent de piocher. On voit Diablo, le nouveau héros Hamada, la Clarabelle. Voguer sur la mer Azurite qui permet justement de rampe un petit peu, Bleu Lumière qui permet de rampe, d'accélérer en mana, en encre et également de piocher, enfin d'avoir une carte de cantrip. Donc voilà, ce deck il est vraiment plaisant à la fois au niveau des couleurs et à la fois au niveau de ce qu'il fait. Lui, je peux m'avancer sans trop d'inquiétude sur le fait que voilà, vous le verrez tout le long de ce chapitre 7. Juste le petit enfin un bémol justement que j'apporterai, c'est que je suis pas sûr que la liste que je vous présente aujourd'hui soit la liste finale. On a l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau de cette association de couleurs. Typiquement peut-être avec le geyser d'encre, il y aura probablement donc un deck qui apparaîtra avec cette carte. Mais toujours est-il la version Morph, Shift, enfin Alter. Voilà, pour l'instant, les gens semblent plutôt être là-dessus. Et c'est un choix qui peut s'avérer payant si vous avez un tournoi dans les semaines à venir. Vert gris. Voilà, c'est pas très nouveau.
Il n'y a pas énormément de nouvelles cartes, mais le deck est toujours viable. Je me dois quand même, à partir du moment où j'imagine que enfin, ou dans mon esprit, ou en tout cas dans mon estime, pour moi, le deck peut vous amener à des résultats en tournoi. J'ai envie de vous en parler, même s'il n'y a pas énormément de nouvelles cartes. Là, en l'occurrence, les seules nouvelles cartes, c'est le Pat Alter, donc 5/5, qui coûte, enfin comment dire, qui leur a 2. Et surtout, quand lui, il est engagé, quand il est épuisé, il fait que les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Et la petite ligne supplémentaire, vos pirates gagnent résistance +1. Typiquement avec Monsieur Mouche, c'est une, comment dire, c'est une synergie. Ça marche ensemble, donc autant le signaler. Mais vraiment, la carte en elle-même fait que, aussi également par rapport à d'autres choses qui se profilent, le jeu style song risque de disparaître pour la première fois, on va dire, depuis pas mal de temps. Mais également, on repense toujours à la petite belle, justement, qui était présente dans la première liste bleu-gris, qui va chanter, on va dire, assez rapidement ou à tout va. Et bien, cette carte l'empêche justement de chanter et de faire que cette carte, on va dire, euh, bénéficie trop de l'avantage, on va dire, d'arriver tôt dans la partie et de chanter des cartes, justement, comme les de Stormred John et Raging Fire. Voilà. Donc j'ai pas envie de m'attarder plus que ça sur ce deck qui était assez connu mais qui sera présent, donc c'est normal de l'évoquer. Et pour finir, ah oui, là pour finir, un deck de spécimen, spécie en général. Et là, c'est le deck. J'étais en train de réfléchir, mais en fait, c'est marqué sur la description. Ça va être le deck burn par excellence. Je pense que ce sera le deck burn de la méta. Le deck burn, pour expliquer un petit peu en quelques mots, c'est un deck qui va chercher justement à mettre des points de lore très vite et aussi de s'aider avec des points de lore à distance. Pas uniquement avec les personnages qui seront partis à l'aventure. Et les lores à distance, on a par exemple la Onemaren qui, si l'adversaire possède un personnage épuisé, vous gagnez 1 de lore. Le Cobra, quand il arrive, vous pouvez défausser une carte, vous gagnez 2 de lore. La Rose, la Chèvre, la Rose, bon, c'est uniquement quand elle arrive, vous gagnez un lore. La Chèvre, c'est quand elle arrive et quand elle part, vous gagnez un lore. En plus de ça, vous avez des boons avec le serpent et le renard, donc pour reprendre et puis rejouer et regagner des lores à distance. Rassembler connaissance et sagesse, où vous gagnez 2 lore. Et, et pour ne pas s'essouffler trop vite, vous avez le fameux Chromicon d'Améthyste. À chaque tour, vous pouvez l'engager pour piocher une carte. L'adversaire peut piocher une carte également. Voilà, pour ne jamais tomber à court de cartes en main. Donc ça va être la liste, on va dire la plus violente, peut-être la plus rapide. Voilà, gardez-la justement dans un coin de votre tête si vous ne voulez pas forcément la jouer. Mais si vous avez un nouveau deck, éprouvez-la contre cette decklist parce qu'il faut la prendre en compte à mon sens. Même si le Chromicon, je ne suis pas tout à fait convaincu, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'anti-objets dans la méta. Peut-être partir sur les dogs justement qu'on a évoqué tout à l'heure, voilà, ça peut être un choix. Mais en tout cas, c'est un deck qui a été construit par un très bon joueur. Vous pouvez lui faire confiance également à suivre l'évolution de cette liste, qui est déjà pas la première version, il l'a déjà modifié, mais ça c'est la version la plus récente, puisque de toute façon, tout ce que je vous ai pris date de ces derniers jours. Donc voilà. J'ai plus ou moins fini. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que pendant quelques jours encore, vous avez la possibilité de vous inscrire pardon, à la Mulligan French League édition numéro 2. La première avait rassemblé 311 joueurs. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il y en a 311. Ah non, pardon, 309. 311, c'était la précédente. Là, 309. Il vous reste quelques jours pour vous y inscrire. À nouveau, vous avez la possibilité à travers le Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Et d'ailleurs, dans la description, je vous mettrai également donc, les liens Dreamborn des decklists que je vous ai présentés. Et pour être un petit peu complet, et surtout parce que j'ai peur de me faire engueuler par Chicha, n'hésitez pas à faire comme vous faites sur les autres chaînes vidéo YouTube. Je crois donc c'est euh, vous abonner à la chaîne, mettre un pouce et un commentaire en disant que non pas je suis le plus beau, mais que Chicha est le plus beau, Magma le plus sympa et Neminour le plus charismatique, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, déjà de base, on vous remercie pour votre soutien. Peut-être qu'il y aura une vidéo tout prochainement, je vous tiens au courant, peut-être avec une tier list. Voilà, à vous de vous manifester pour dire également ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!